Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée au chapitre 1 du cours Éthique, Sciences, Histoire, Société. Avant de nous intéresser aux différentes manières dont les connaissances sont produites, je pense qu'il est opportun de nous intéresser à l'importance même de ces connaissances pour nos sociétés. Ce sera le but de ce chapitre. Alors, je vais commencer par introduire le concept de modernité qui en fait donne la place de la science dans nos sociétés. Alors, dans ce cours, le terme de modernité ne sera pas utilisé au sens de récent, il sera utilisé dans le sens suivant, défini par l'Encyclopédia Universalis. La modernité est un mode de civilisation caractéristique qui s'oppose au mode de la tradition, c'est-à-dire à toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles. Alors, qu'est-ce que la modernité? Qu'est-ce qui la caractérise? Comment est-elle née? Donc, brièvement, la modernité, c'est le fruit de la réforme protestante. Donc, la réforme protestante, c'est le schisme entre l'Église catholique et les protestants, qui va induire une division dans l'Église en Europe. Et de la philosophie des Lumières, donc un grand mouvement philosophique dont on reparlera beaucoup dans le cours. Alors la modernité, c'est une rupture, principalement avec un Moyen-Âge, dont les institutions et la politique étaient dominées par la tradition et le dogmatisme religieux. Donc la modernité, ça va être une indépendance du politique par rapport au religieux, ce qu'on appelle une sécularisation de la société. Et donc l'idéal moderne repose d'une part sur la confiance en la raison, comme moteur de progrès dans la connaissance, et d'autre part dans la croyance que l'organisation rationnelle de la société conduit à un progrès économique et social. Donc, d'une manière simple, avant le mouvement des Lumières, durant le Moyen-Âge, c'était principalement les dogmes religieux qui servaient de légitimation à l'action et au pouvoir. Avec la réforme protestante et la philosophie des Lumières, on a vu émerger d'autres pratiques, qu'on appelle la modernité, où c'est la raison qui devient la référence, la forme de légitimation pour l'action. Alors cette modernité s'est manifestée de beaucoup de manières différentes. Je ne vais ici m'intéresser qu'à deux points bien spécifiques. À partir du moment où c'est la raison et les connaissances qui servent de légitimation, il devient tout à fait normal que cette raison et ces connaissances soient disséminées au maximum et qu'un maximum de gens dans la société y aient accès. Donc ça, c'est la base du projet de l'encyclopédie. Donc l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, c'est une encyclopédie française, la première, édité de 1751 à 1772, réalisé par les encyclopédistes. Donc c'est 158 contributeurs, membres de la Société des gens de lettres, qui étaient sous la direction de Denis Diderot. Alors qu'est-ce que c'est l'encyclopédie? C'est avant tout une synthèse et une vulgarisation de toutes les connaissances scientifiques et techniques de l'époque. Donc c'est une entreprise énorme, ce qui explique le fait qu'il y avait plus de 150 contributeurs, qui est rédigée en français, et pas en latin, donc c'est une rupture avec la tradition scolastique. L'idée c'est de mettre à disposition de tout le monde ses savoirs, sans qu'il y ait une barrière liée à la langue, à la connaissance du latin. Alors, il ne faut pas nier aussi que c'est un ouvrage politique, qui est à destination de la bourgeoisie, donc c'est aussi une critique rationnelle de la bourgeoisie, de la monarchie, pardon, de l'Église, une valorisation de l'industrie, des principes libéraux. Et évidemment, c'est un projet qui va rencontrer une forte opposition de l'Église, notamment des jésuites et de la papauté. Alors, un peu plus tard, une autre entreprise très importante, c'est la réforme de l'enseignement, menée en France par le gouvernement révolutionnaire. Donc, Nicolas de Condorcet va défendre plusieurs principes emblématiques des Lumières et de la modernité, et entreprendre une base pour la réforme de l'enseignement. Donc les principales caractéristiques de cette réforme, c'est que les savoirs scientifiques doivent être au cœur de l'enseignement, afin de garantir l'autonomie intellectuelle des citoyens.
Ça, c'est tout à fait nouveau. Les savoirs scientifiques n'étaient absolument pas au centre de l'enseignement auparavant. Il y a également des principes égalitaires, donc par exemple le fait que filles et garçons doivent avoir accès à la même instruction, parce que la vérité universelle par nature est due à toutes et à tous. On va également vers un enseignement gratuit, de nouveau pour permettre à tous d'y avoir accès. Et alors surtout, les établissements d'enseignement doivent être indépendants de toute autorité politique et religieuse. La seule autorité légitime que l'école est en droit d'admettre, d'après de Condorcet, est l'autorité scientifique. Ça, c'est aussi un renversement majeur. Et donc, c'est à ça que je voulais en venir. Dans une perspective de société moderne, la science commence à jouer un rôle crucial, en assurant 3 missions très importantes. Garantir l'autonomie intellectuelle des citoyens, donc leur permettre de réfléchir, de s'émanciper individuellement des dogmes. La science va également permettre d'éclairer et de légitimer les décisions politiques. Donc elle va jouer un rôle dans la gouvernance de la société. Et la science va également permettre de produire des innovations techniques et organisationnelles. Donc on développera ce point plus tard. On parlera d'économie de la connaissance, c'est-à-dire d'une économie qui est basée en grande partie sur les innovations techniques produites grâce à la science. Et donc, dans cette perspective moderne, il devient absolument indispensable d'identifier clairement les savoirs scientifiques, donc en gros ceux qui disent la vérité, et de les distinguer des simples croyances, qui reflètent uniquement des opinions, des dogmes et ainsi de suite. Et donc, se pose très vite ce qu'on appelle le problème de la démarcation, de la séparation entre science et pseudoscience ou croyance. Et donc ça, c'est un problème qui se pose aujourd'hui de manière très aiguë face notamment à ce qu'on appelle les menaces globales. Donc les menaces qui affectent l'ensemble de l'humanité. Par exemple, le changement climatique, la pollution plastique, la pollution atmosphérique, le risque de conflit nucléaire. Parce que ces menaces globales menacent la survie même de notre espèce. Donc dans la suite de ce chapitre, je vais illustrer l'importance des connaissances scientifiques en m'intéressant à 2 menaces globales. Et avant de parler de ces menaces, je vais parler du risque d'extinction. Donc l'idée ici est de contextualiser les menaces actuelles par rapport au cheminement évolutif de l'humanité. Donc si on remonte au tout début, la Terre s'est formée il y a à peu près 4,6 milliards d'années, et les plus anciennes traces de vie sur Terre remonteraient à peu près 3,8 milliards d'années. Donc depuis cette période, la planète a subi des modifications majeures de son atmosphère et de son climat. Donc si on prend l'atmosphère terrestre primitive, elle était principalement composée de gaz volcaniques, dioxyde de carbone, méthane, ammoniac, vapeur d'eau. Donc elle était clairement irrespirable pour nous. Et la photosynthèse a entraîné une augmentation importante de la concentration en oxygène. Et l'oxygène libéré dans l'atmosphère a permis la formation de la couche d'ozone dans la stratosphère, qui a absorbé une grande partie des rayons ultraviolets du Soleil, ce qui a fourni une protection contre les rayonnements nocifs. Donc l'ozone a aussi aidé à retenir la chaleur, ce qui a stabilisé les températures à la surface de la Terre. Alors, on dispose de données fiables concernant la température globale de la Terre que sur les 500 derniers millions d'années. C'est ce que vous voyez sur le graphique ici. Et donc sur ce graphique, j'ai placé l'apparition d'Homo neanderthalis, il y a à peu près 800 milliers d'années, et d'Homo sapiens, il y a à peu près 200 000 ans. Et l'apparition de l'agriculture, il y a à peu près 12 000 ans. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, sur ces 500 derniers millions d'années, les températures ont beaucoup varié. De manière générale, elles ont diminué. Il y a eu d'intenses variations entre l'apparition d'Homo neanderthalis et Homo sapiens. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que
l'apparition de l'agriculture n'a vraisemblablement pu se faire qu'à partir du moment où on a eu un certain optimum de température qui s'est maintenu de manière stable pendant plusieurs milliers d'années, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais toujours est-il que la vie sur Terre a dû, clairement, depuis son apparition, s'adapter à des changements majeurs de son environnement. Alors il faut savoir que l'adaptation pour la vie passe principalement par l'émergence de nouvelles espèces et par la disparition de très nombreuses espèces. C'est une adaptation, mais au niveau global. Et donc on peut faire le constat que de toutes les espèces qui ont existé sur notre planète, on les estime à plus de 4 milliards, plus de 99% sont aujourd'hui éteintes. Donc il faut prendre en compte le fait que l'extinction d'espèces, ça n'est pas l'exception, c'est la règle. Les extinctions d'espèces sont fréquentes et naturelles durant l'évolution du vivant. Alors, on s'intéresse souvent à 5 grandes extinctions de masse. Et on parle d'extinction de masse quand 75% des espèces disparaissent sur une courte période géologique. Et par courte, on entend quand même quelques millions d'années. Alors je ne vais pas détailler ici ces 5 extinctions de masse, mais ce que je voudrais souligner, c'est que à chaque fois, en tout cas pour ce qu'on en sait, les causes de ces extinctions de masse sont des causes environnementales. Ce sont par exemple des refroidissements importants de la température moyenne, des épisodes de volcanisme intense, ou des réchauffements de l'atmosphère, ou des impacts de bolides, donc les fameuses météorites tueuses. Mais donc, gardez en tête que systématiquement, quand on a des modifications environnementales très rapides, majeures, beaucoup d'espèces décrochent et disparaissent. Alors, si on en vient à l'humain, à son évolution, les premières traces d'outils, donc des pierres taillées, remontent à peu près 3,3 millions d'années. Elles ont été découvertes au Kenya. Donc l'humain au sens large, c'est-à-dire un bipède capable de produire des outils et de les utiliser, l'humain a existé bien avant l'espèce Homo sapiens, à laquelle nous appartenons. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que Homo sapiens est le seul survivant, c'est la seule espèce survivante du genre Homo, qui compte 14 espèces identifiées. 14 espèces qui étaient donc des humains capables, vraisemblablement, d'utiliser des outils, qui disposaient d'une culture, qui avaient des rites funéraires, et ainsi de suite. Donc, Homo floresiensis, Luzonensis, Denivonensis et Néandertalis, tous sont disparus. Il reste une seule espèce, la nôtre. Donc, je vous rappelle ça simplement pour souligner le fait d'être humain, d'avoir une culture, d'avoir une technologie, ne préserve absolument pas de l'extinction. L'extinction des espèces est un phénomène très général, et l'humain n'est absolument pas immunisé contre ça. Alors si on s'intéresse aux humains, je dirais, les plus récents, c'est-à-dire du dernier million d'années, Néandertalensis et Homo sapiens, les données actuellement disponibles en paléogénomique montrent que nos ancêtres humains ont connu ce qu'on appelle un goulot d'étranglement démographique, c'est-à-dire qu'à un certain moment dans l'histoire humaine, on s'est retrouvé avec approximativement un gros millier d'individus reproducteurs. Il y a à peu près 930 à 813 000 ans. Et c'est un goulot d'étranglement qui a duré à peu près 100 000 ans, qui a clairement rapproché nos ancêtres humains de l'extinction. Donc de nouveau, ici, le but, c'est pas d'entrer dans les détails, c'est juste de souligner vraiment très fortement que dans ce qu'on appelle les humains, la très grande majorité des espèces se sont éteintes, et que si on prend les humains au sens plus restrictif, en englobant Homo sapiens et Néandertalis, c'est un courant d'espèces qui est passé très très proche de l'extinction, puisqu'on est
à un certain moment de notre histoire, le groupe des humains s'est limité à peu près à 1 millier d'individus reproducteurs. Donc je veux vraiment souligner que l'humain, avec ses caractéristiques spécifiques, n'est absolument pas immunisé contre le risque de disparition, et il est même déjà, au cours de son histoire, passé très proche de disparaître, pour des raisons ici qui nous sont inconnues, mais qui sont vraisemblablement des modifications de l'environnement. Et donc, revenons à nos jours. Une des caractéristiques de ce début du XXIe siècle, c'est l'existence de ce qui a été nommé une 6e extinction de masse. On l'a appelé l'Anthropocène. Donc c'est un terme qui a été proposé en 2002 par Paul J. Crutzen, un météorologue et chimiste de l'atmosphère. C'est un terme qui fait toujours polémique, mais qui est quand même beaucoup utilisé pour caractériser un phénomène pour décrire un phénomène bien précis, qui est la nette accélération du taux d'extinction des espèces depuis à peu près 1000 ans. Donc ce n'est pas un phénomène récent, l'Anthropocène, c'est récent qu'on en parle, mais c'est un phénomène qui a déjà débuté il y a plusieurs centaines d'années, et donc qui est caractérisé par un taux d'extinction des espèces très intense. Et donc ce taux d'extinction des espèces, il est caractérisé, il est étudié, notamment par ce qu'on appelle l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, et il a été lancé en 2005 par l'ONU. Donc il y a 124 États membres, 145 experts scientifiques qui y travaillent, et ces experts réalisent une revue systématique de l'ensemble des références scientifiques disponibles. Et donc, cette plateforme d'experts a mis en évidence un taux d'extinction des espèces qui est sans précédent et qui s'accélère, je cite, avec à peu près 1 million d'espèces menacées d'extinction. Et la principale cause, d'après ces experts, c'est l'agriculture, donc les activités humaines. Et donc, le shift très intéressant qui est à noter ici, c'est que, alors que jusqu'à présent, c'était principalement les modifications naturelles de l'environnement qui décidaient de l'extinction des espèces, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation très particulière où les risques d'extinction de l'humain sont principalement ce qu'on appelle des risques d'extinction anthropiques, donc générés par l'humain lui-même. Donc l'idée, c'est que nos activités humaines ont plus de chances de nous conduire à l'extinction que les risques naturels, actuellement. Par risque naturel, on entend météorites, volcanisme et ainsi de suite. Et donc évidemment, dans ces risques générés par l'humain, il y a les guerres nucléaires et le changement climatique. Donc ça, ce sont deux risques majeurs, deux menaces globales auxquelles nous allons nous intéresser ici dans la suite du chapitre. Alors ce ne sont évidemment pas les seules menaces globales d'origine anthropique, je le rappelle. Il y a les pandémies, guerre nucléaire, pollution atmosphérique et plastique, chute de la biodiversité, changement climatique. Pourquoi est-ce qu'on parle de menaces globales? Parce que ce sont des menaces capables d'affecter l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas de frontières à ces menaces. Un virus ne respecte pas les frontières, la pollution non plus. Et aussi parce que ces menaces génèrent des dommages qui sont souvent irréversibles à court et à moyen terme. Bon, c'est moins le cas des pandémies, mais c'est le cas pour toutes les autres menaces globales. Elles peuvent toutes affecter l'habitabilité de très vastes zones. Donc nous allons analyser ici quelques exemples de menaces globales, et surtout en s'intéressant au rôle joué par la science dans la gestion de ces menaces globales. Et donc le but, ça va être d'illustrer les rapports, on va le voir souvent conflictuels, entre science, communication scientifique, lobbyisme de l'industrie et gouvernance. Et donc je vais commencer par ce qu'on appelle l'hypothèse de l'hiver nucléaire, qui pose en fait la question de savoir si on peut gagner une guerre nucléaire. Et donc ça pose aussi la question, on va le voir, de la fiabilité des prédictions scientifiques et de l'instrumentalisation de la science.
Alors, pour rappel, la première fission nucléaire, elle a eu lieu le 17 décembre 1938 à Berlin. Donc c'est une découverte scientifique majeure avec de multiples applications possibles. Elles ont été envisagées très vite. D'une part, la production d'énergie nucléaire, donc là des fins civiles, et évidemment la possibilité de produire des armes nucléaires. Donc dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée de produire des armes nucléaires s'est très vite imposée de plusieurs côtés. Donc, au niveau des États-Unis, le projet Manhattan a débuté en 1942. Donc c'est un projet qui visait à produire une arme nucléaire, avec une première réussite le 16 juillet 1945 à New Mexico, une détonation d'une première arme atomique, et usage ensuite de cette arme à Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Alors l'Union des républiques soviétiques va également lancer un projet d'arme nucléaire en 1943, qui aboutira en 1949 à la première détonation de la première bombe de l'URSS. Et donc le développement de ces armes marque l'avènement d'une nouvelle ère, l'ère d'une potentielle guerre nucléaire, et donc une ère caractérisée par de nouveaux risques. Et donc ces risques ont par exemple été représentés par ce qu'on appelle la Doomsday Clock, qui est une horloge conceptuelle qui a été créée en 1947, notamment par Albert Einstein et Robert Oppenheimer, Oppenheimer étant un des créateurs de l'arme nucléaire, et le bulletin des scientifiques atomiques. Et donc l'ensemble de ces scientifiques ont essayé d'alerter le monde concernant le risque de guerre nucléaire et donc de ce qui était déjà considéré comme un risque majeur d'extinction pour l'humanité. Et donc l'idée de cette horloge, c'est de représenter sous une forme schématique simple l'état du monde en termes de risque. Et au départ, le principal risque évalué par cette horloge était le risque de guerre nucléaire, mais à partir de 2007, il a commencé à prendre en compte d'autres menaces, comme les menaces environnementales. Et donc, c'est le nombre de minutes avant minuit, donc le minuit étant censé être l'apocalypse et l'extinction, qui est représenté sur, par exemple, ce graphique. Et donc, comme vous pouvez le voir, de 1950 à 2020, on a eu, sur base de cette horloge, une évaluation constante du niveau de risque, sur base de toute une série de décisions des gouvernements. Alors, une des caractéristiques relativement évidentes de l'évolution du compte à rebours, c'est qu'en fait, il n'a cessé de diminuer. Donc, le constat qui s'impose ces dernières années, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche, entre guillemets, de l'extinction, au sens où on a une accumulation de risques de plus en plus importants. Donc je cite ici les représentants de cette horloge. Malgré les signes évidents de danger, les dirigeants nationaux et leurs sociétés n'ont pas pris les mesures nécessaires pour changer de cap. En rapprochant l'horloge une seconde avant minuit, le Conseil pour la science et la sécurité envoie un signal fort. Le monde étant déjà dangereusement proche du précipice, un déplacement ne serait-ce que d'une seconde doit être interprété comme un signe de danger extrême et un avertissement clair. Chaque seconde de retard dans l'inversion de trajectoire accroît la probabilité d'une catastrophe mondiale. Alors, je ne vais pas ici m'intéresser évidemment à tous les événements qui ont modelé cette courbe de risque, mais je vais en illustrer quand même quelques-uns. Donc, on a souvent utilisé le terme de guerre froide pour décrire les relations entre l'URSS et les États-Unis. Donc la parfaite illustration de cette guerre froide, c'est ce qu'on appelle notamment la crise des missiles de Cuba. Donc pour rappel, en 1961, on a l'installation par les USA de missiles américains en Turquie et en Italie. Donc ça, c'est jugé comme une menace majeure par l'URSS, qui voit des missiles placés à ses portes. Donc l'URSS réplique. En 1962, les Russes vont essayer d'installer des missiles à Cuba, ce qui va déclencher une crise pour les Américains qui considèrent que le risque
évidemment, devient très important pour eux également. Donc Khrouchtchev et Kennedy s'affrontent par l'intermédiaire d'une flotte qui va encercler Cuba. Donc la crise sera à son apogée en octobre 1962, et heureusement, elle va se solder de manière pacifique, avec un retrait des missiles de Cuba et un retrait des missiles d'Italie et de Turquie. Donc les deux principales puissances font marche arrière. Alors il faut quand même souligner que d'après les cahiers de Kennedy, lui-même estime qu'on avait à un moment une chance sur deux de déclencher une guerre nucléaire mondiale. Donc on est clairement, à ce moment-là de l'histoire, passé très proche d'un risque d'extinction. Et donc ceux qui apprécient le cinéma peuvent notamment regarder le film Docteur Folamour, qui est une illustration un peu satirique de cette période de très grande tension entre les blocs américains et les blocs soviétiques. Et donc suite à la crise de Cuba, s'est développée une doctrine, la doctrine MAD, pour Mutual Assured Destruction, qui est en fait ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc l'idée que toute guerre est censée, si c'est une guerre nucléaire, se traduire par la destruction mutuelle assurée des différents opposants. Et parallèlement à, je dirais, cette prise de conscience de la destruction mutuelle assurée, on a observé de manière quand même assez irrationnelle une course aux armements nucléaires. Donc il faut souligner le fait que ceux qui ont commencé cette fameuse course, ce sont les USA. Les USA ont été la première puissance à accumuler de manière très massive des armes nucléaires. En 1962, par exemple, la grande majorité des armes nucléaires étaient américaines. Les Russes en disposaient d'assez peu. Mais progressivement, au cours du temps, on a été vers une inversion du rapport de force. C'est-à-dire qu'à peu près en 80-82, il y avait plus d'armes nucléaires en URSS qu'aux États-Unis. Donc ça, c'était un point de bascule très très important. Et juste également pour souligner la dynamique de cette fameuse course aux armements, elle a toujours principalement impliqué l'URSS et les États-Unis. Ce sont les deux principaux possesseurs d'armes nucléaires. Aujourd'hui, ici en 2021, la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël, la Corée du Nord disposent de têtes nucléaires, mais ce sont toujours les États-Unis et la Russie, avec chacun plus de 5000 têtes, qui disposent de l'essentiel de l'arsenal nucléaire. Alors il y a eu des tentatives évidemment de réduire cette course aux armements. Il y a eu plusieurs traités, par exemple le traité SALT, qui vise à limiter le développement et le déploiement des armes stratégiques, le traité ABM, anti-balistique missile. Donc tous ces traités visaient à réduire le nombre de missiles offensifs et le nombre de missiles défensifs, visant à intercepter les missiles nucléaires. Et donc, parallèlement à ces différents traités, il y a également eu le développement au niveau de la communauté scientifique de très très importants mouvements visant à essayer d'alerter la population et les gouvernements sur le risque de guerre nucléaire. Donc, un exemple emblématique, c'est ce qu'on a appelé l'Union des scientifiques concernés, donc un très grand ensemble de scientifiques aux États-Unis, qui se sont unis pour communiquer et alerter sur le risque de guerre nucléaire et le risque lié à la course aux armements. Donc qui est considéré par ces scientifiques comme un risque totalement inutile et une dépense d'argent extrêmement importante. Et donc ces scientifiques, très tôt, dans les années 70, ont défendu un contrôle et une réduction des armes nucléaires. Alors ce qui est intéressant, et je vais le souligner plusieurs fois ici dans mon petit exposé, c'est que il existe évidemment différents types de positions par rapport aux armes nucléaires. Celle des scientifiques est de manière
assez homogène, celle de réduire les risques et donc de réduire le développement des armes nucléaires. Mais ça n'est absolument pas le cas de toutes les communautés. Donc certains groupes de pression, certains lobbies ont par contre développé un discours tout à fait différent, allant dans le sens d'une course aux armements. Donc je ne vais pas tous les lister ici, mais une organisation privée qui s'est beaucoup fait entendre dans les années 70-80, c'est iFrontier INC. C'est ce qu'on appelle un think tank, un regroupement d'experts, avec des militaires, des représentants de l'industrie de l'armement, qui ont par exemple défendu l'idée d'une défense spatiale contre les armes nucléaires. Donc c'est eux qui ont introduit l'idée qu'il était soi-disant possible de développer un bouclier composé de 1000 à 2000 satellites, disposant chacun de missiles conventionnels et permettant de bloquer les missiles nucléaires sur leur trajectoire intercontinentale. Donc, ce petit graphique ici illustre le principe. L'idée, c'est de disposer en orbite de satellites armés qui vont être capables de détecter le décollage de missiles provenant par exemple du RSS, d'intercepter ces missiles avant qu'ils ne frappent les États-Unis. Alors ce projet, évidemment, c'est une rupture de certains traités qui avaient été signés par les USA, notamment le traité ABM de 72, traité qui visait à limiter le nombre de missiles intercepteurs. Alors pourquoi limiter le nombre de missiles intercepteurs? Évidemment, plus vous avez de missiles intercepteurs, plus vous devez avoir de missiles. Et donc, le fait de limiter les missiles intercepteurs permet indirectement de limiter le nombre de missiles. Et donc, en proposant ce type de projet de bouclier antimissile, c'est évidemment une manière de relancer de manière très importante la course aux armements. Et donc, l'idée de cette fameuse fondation iFrontiers, c'est d'abandonner le principe de la destruction mutuelle assurée. C'est de briser ce principe et d'imposer ce qu'ils estiment être un concept de survie assurée. Et donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire au président de l'époque, Ronald Reagan, qui va reprendre l'idée et qui va présenter ce qu'on a appelé l'initiative de défense stratégique, le SDI. Donc ça a aussi été appelé l'initiative Guerre des Étoiles. Donc c'est le principe d'un bouclier antimissile global qui, d'après Reagan, rendrait les armes nucléaires obsolètes. Et donc c'est une invalidation de la fameuse doctrine MAD. Alors évidemment, ce fameux bouclier de défense va effrayer l'URSS, qui va craindre que si les États-Unis disposent de ce bouclier, ça leur permette évidemment d'être les premiers à frapper. Ça va également enclencher une guerre économique entre les USA et l'URSS parce que la construction de ce fameux bouclier est extrêmement coûteuse et que donc pour suivre entre guillemets cette initiative, l'URSS aurait dû développer son propre bouclier, qui est une initiative extrêmement coûteuse. Alors, juste pour vous expliquer que ce type de tension internationale n'est pas sans conséquences pratiques, l'idée de développer ce fameux bouclier a entraîné une véritable paranoïa au niveau des soviétiques, qui ont eu peur, entre guillemets, d'être victimes d'une première frappe américaine. Donc il y a eu un accident, notamment en 1983, un Boeing 747 qui assurait un transport entre New York et Séoul, va dévier très légèrement de sa route et va être interprété par l'URSS comme une attaque. Donc ce Boeing va être abattu par la chasse de l'URSS et il y aura 269 morts. Donc, juste pour illustrer le fait que les menaces, entre guillemets, entre les gouvernements ont des conséquences qui sont bien pratiques. Alors, suite à cette initiative de Reagan de bouclier censé protéger les États-Unis d'une guerre nucléaire, beaucoup de scientifiques se sont mobilisés, pour plusieurs raisons. Donc, la première grande mobilisation a été lancée par un scientifique très connu, Carl Sagan, c'est un astronome américain et un grand vulgarisateur scientifique.
Et donc lui a directement communiqué dans la presse sur le risque lié à une guerre nucléaire. Donc jusque-là, le risque nucléaire était vu comme un risque, je vais dire, classique, c'est-à-dire que les armes nucléaires étaient simplement vues comme des bombes plus grosses que les autres. Et donc ce que Carl Sagan a amené comme idée, avec l'hiver nucléaire, c'est qu'en fait les conséquences de l'usage d'armes nucléaires pouvaient être sur le très 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 long terme, et surtout pouvaient dépasser le point d'impact de ces armes nucléaires. Donc l'hypothèse de l'hiver nucléaire, c'est l'idée que si on utilise des bombes nucléaires suffisamment puissantes, on va projeter dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, des débris, des poussières, qui vont en fait obscurcir le ciel, réduire la chaleur au sol, et donc qui pourraient notamment diminuer les rendements agricoles. Donc sur ce graphique ici, vous avez par exemple la toute première bombe atomique utilisée par les États-Unis, la bombe qui a été utilisée à Hiroshima, qui était une bombe très faible, comparativement à ce qu'on peut produire de nos jours. C'était une bombe de 13 kilotonnes. Si on prend les armes les plus puissantes disponibles, par exemple pour les États-Unis, on a les B-41 qui sont des armes de 25 mégatonnes, donc 25 000 kilotonnes. Et d'après l'hypothèse de l'hiver nucléaire, ces armes-là sont suffisamment puissantes pour que le nuage de l'explosion dépasse la stratosphère et donc amène dans la stratosphère des débris, des poussières capables de bloquer le rayonnement solaire. Et donc cette idée-là, elle est née notamment d'une série d'observations, notamment la fameuse éruption du Tambora en Indonésie. Donc c'est la deuxième plus grande éruption volcanique de l'histoire connue, qui a donné lieu à ce qu'on a appelé une année sans été. Donc l'éruption a été tellement forte, elle a projeté de la cendre tellement haut, qu'en fait on a observé des perturbations sévères du climat et une destruction des récoltes en Europe septentrionale, dans l'est du Canada et dans le nord-est des États-Unis. Donc l'hiver nucléaire, c'est une prédiction sur base de modèles mathématiques, mais qui est en partie validée par des observations naturelles. Et donc cette hypothèse de l'univers nucléaire, qui a été annoncée dans la presse très vite par Sagan, elle va être, entre guillemets, je ne vais pas dire validée, mais proposée à la communauté scientifique de manière plus formelle en 1983. Donc l'article sera publié dans la revue Science. Donc l'idée, c'est que l'explosion nucléaire, l'explosion d'un grand nombre d'armes nucléaires puissantes pourrait amener, en plus des problèmes liés à la radioactivité, à un hiver nucléaire, à une augmentation, à une diminution des températures, à une diminution de l'ensoleillement, qui représenterait un risque très sérieux pour la survie des humains. Donc, c'est une des premières fois dans l'histoire où on parle véritablement de risque d'extinction humain lié à des choix politiques. Alors le risque d'hiver nucléaire ne va pas être le seul risque qui va être lié à une guerre nucléaire. Un autre savant assez connu à l'époque, Paul Ehrlich, va proposer, lui, un article, toujours dans la revue Science à la même période, qui va plus se focaliser sur les risques liés à la radioactivité. Et donc il va souligner les risques véritablement biologiques de l'usage des armes nucléaires, et de nouveau souligner le risque d'extinction de l'espèce humaine en tant que telle. Et donc ces publications, ces communications des scientifiques vont amener à populariser l'idée que la guerre nucléaire représente un risque d'extinction majeur. Donc pour nous aujourd'hui c'est une idée relativement conventionnelle, mais à l'époque c'était tout à fait nouveau. On était jusque-là dans l'idée que les armes nucléaires étaient juste des armes plus puissantes, qui n'auraient pas évidemment comme conséquence d'amener à l'extinction de l'espèce humaine. Alors, c'est toujours une histoire de balance, je vous l'avais déjà mentionné précédemment avant l'initiative de Ronald Reagan,
il existe toute une série d'organisations qui communiquent en faveur du développement des armes nucléaires. Donc une autre organisation que je vais vous présenter ici, c'est le Marshall Institute. Donc c'est aussi une organisation privée qui va abriter notamment des scientifiques également. Et cette organisation, elle, va avoir une communication totalement à l'opposé de celle de Sagan. L'idée va être de promouvoir l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan. Et donc, en réaction aux communications du Marshall Institute et des scientifiques présents dans cet institut, on va avoir aussi des mobilisations massives de la communauté scientifique. Donc, par exemple, en 1986, 6500 scientifiques, dont 15 prix Nobel, vont signer une pétition appelant au boycott des financements de recherche sur le projet de bouclier antimissile. Donc, ce que j'essaye de vous présenter ici, c'est une des premières polémiques publiques concernant les menaces globales. Et j'essaye de souligner ici le fait que les avis sont toujours partagés, au sens où, dans ce type de polémique, vous avez clairement des rassemblements de scientifiques de différents bords, de différentes sensibilités, qui vont défendre des points de vue opposés. Ça, c'est la caractéristique d'une polémique. Et donc, en décembre 1987, on va avoir de très intenses débats publics sur le SDI, donc débats publics qui auront été suscités par ces différentes prises de position des scientifiques. Et donc ce débat va concerner principalement la faisabilité et les impacts du projet SDI. Est-ce qu'il est réellement faisable? Quel serait le budget? Quelles seraient les conséquences? Alors ce projet va quand même être approuvé. Ronald Reagan va tout faire pour que ce projet passe. Et donc la phase 1 du projet SDI va être approuvée en 1987. Le président Bush père, en 1989, va décider de poursuivre le SDI. Et le SDI ne sera officiellement abandonné que par l'administration Clinton en 1993. Et donc, comme vous devez, je suppose, le savoir, il n'y a jamais eu de bouclier antimissile. Le projet n'a mené à rien. Mais il a eu quand même un coût total qui est estimé à plus de 65 milliards de dollars. Qui pour l'époque est un coût véritablement pharaonesque. Donc, ici, ce que j'ai essayé de vous raconter, c'est le fait que sur un problème très important qui est la course aux armements et la possibilité de gagner des guerres nucléaires, il y a eu différentes positions qui se sont affrontées, chacune avec une base scientifique, et ces différentes polémiques scientifiques se sont traduites par des débats publics intenses, des débats importants dans les gouvernements, et dans le cas qui nous occupe ici, les gouvernements ont quand même pris, je dirais, la décision de passer outre les avis des scientifiques. Alors, d'une certaine manière, les choses se sont bien terminées au sens où le projet n'était pas faisable. Les conséquences quand même très négatives, ça a été la paranoïa qui a été entretenue par ce projet et surtout son coût énorme qui a impacté évidemment les États-Unis. Vous vous doutez bien qu'avec 65 milliards de dollars, on pouvait faire autre chose que d'essayer de développer un bouclier antimissile. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, sinon je ne vous aurais pas présenté cet exemple. Donc la question de l'hiver nucléaire, donc de l'impact global d'un conflit nucléaire en termes de survie pour l'espèce humaine, c'est une question qui n'est toujours pas tranchée. Il y a toujours des polémiques sur le sujet. Et donc en 1991, par exemple, durant la guerre du Golfe, les forces irakiennes ont incendié un très grand nombre de puits de pétrole au Koweït. Donc il y a eu émission d'énormément de fumée résultant de ces incendies. Et donc, à l'époque, s'est reposée la question de l'hypothèse de l'hiver nucléaire, et certains ont avancé l'idée que ce phénomène mettait en cause l'hypothèse de l'hiver nucléaire, parce qu'on a constaté que la fumée
des différents incendies n'était pas transportée haut dans l'atmosphère et qu'elle avait un temps de résidence atmosphérique très court. Ça a été présenté par certains comme une invalidation de la théorie de l'hiver nucléaire. Bon, preuve que cette théorie est toujours quelque chose d'assez perturbant. Alors, évidemment, c'est un argument qui est assez limité, dans le sens où il n'y a pas eu d'explosion nucléaire pour projeter dans la haute atmosphère ces fumées. C'est une simple émission de fumée au ras du sol. Et donc, actuellement, les études les plus récentes, là je cite des articles de 2019-2020, les études les plus récentes soutiennent toujours la possibilité d'un hiver nucléaire et permettent d'estimer l'impact qui serait désastreux sur la production agricole. Donc je cite ici par exemple une ou deux études. Nous estimons que plus de 2 milliards de personnes pourraient mourir d'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, et plus de 5 milliards pourraient mourir d'une guerre entre les États-Unis et la Russie, avec des impacts très très importants sur la production agricole de ces guerres, qui expliquent l'impact sur la survie évidemment des populations. Donc, ce qui est véritablement souligné par ces toutes dernières études, c'est que même des guerres nucléaires régionales de faible ampleur, qui mobiliseraient par exemple moins de 1% de l'arsenal mondial, seraient en mesure de modifier les températures et les précipitations et affecteraient la production agricole mondiale. Donc, ça c'est une des grandes caractéristiques, j'y reviendrai, des menaces globales, c'est le fait que même si ces menaces prennent naissance dans un endroit bien précis, elles vont en général se généraliser et affecter l'ensemble de la planète. Et donc, en 2023, dans le contexte de la guerre en Ukraine, donc là, on est dans des préoccupations actuelles, une centaine de journaux scientifiques de premier plan, JAMA, Lancet et ainsi de suite, ont alerté de nouveau sur le risque de conflit nucléaire et ont rappelé qu'on ne peut pas gagner une guerre nucléaire, notamment en raison de l'hypothèse de l'hiver nucléaire. Donc cette hypothèse de l'hiver nucléaire, c'est toujours une question d'actualité, avec des impacts très très sérieux, parce que la prise en considération de cette hypothèse par les gouvernements est censée changer complètement la manière dont ils agissent. Et donc très récemment, en 2024, le magazine Science a de nouveau alerté, et ici c'est surtout adressé en fait aux jeunes et aux très jeunes scientifiques et ingénieurs. Donc, dans un article sur les risques nucléaires, le journal a alerté en disant que les gouvernements ont besoin de l'aide des scientifiques et des ingénieurs pour comprendre les dangers que les armes nucléaires continuent de représenter et pour trouver des moyens de les réduire. Et Science fait le constat que ceux qui ont fait une grande partie de ce travail vieillissent, en s'informant, en rejoignant des groupes travaillant sur ces questions et en prenant part au dialogue et aux efforts de recherche sur le contrôle des armements, une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs travaillant au-delà des frontières nationales peut apporter cette aide. Donc, ce que je vous ai présenté comme thématique qui est née dans les années de la guerre froide, dans les années 60-70, c'est toujours une thématique qui est bien actuelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir jusqu'ici? L'importance de la science dans l'évaluation des conséquences des décisions politiques, notamment à l'aide de modèles prédictifs. Alors, ce sont des modèles, évidemment, dont la fiabilité peut toujours être remise en question, parce qu'on ne peut pas expérimenter sur certains types de thématiques. Par exemple, personne ne va jamais faire une expérimentation au niveau global sur le risque des armes nucléaires. On ne va jamais tester si un hiver nucléaire est possible ou non. Et donc, ces modèles sont évidemment faillibles et critiquables. Et donc ça pose le problème d'intégrer les incertitudes scientifiques liées à la modélisation dans la gouvernance. La science, ce ne sont pas des certitudes. Ce sont des risques, des probabilités. Et il faut également souligner l'instrumentalisation de la science, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est-à-dire le fait que la science est utilisée par certains groupes pour communiquer à propos des risques,
Mais la science va aussi être utilisée par d'autres groupes pour essayer de minimiser ces risques et pousser certains types de projets. Alors le deuxième grand exemple que je vais vous présenter est celui du changement climatique et des émissions de CO2 qui déclenchent ce changement climatique. Donc comme vous le savez, depuis la révolution industrielle, l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère a été exponentielle. Vous le voyez ici sur ce graphique. Donc on est à l'heure actuelle à 37 billions de tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère. Qui est responsable de ces émissions de CO2? Historiquement, c'est l'Occident, c'est-à-dire les USA et l'Europe principalement. C'est eux qui ont émis historiquement le plus de CO2. Mais qui est responsable aujourd'hui de la majorité du CO2 produit? Ce sont principalement les économies émergentes, comme la Chine et l'Inde. Donc comme vous le voyez sur ces graphiques, les USA ont stabilisé et réduit leurs émissions de CO2, l'Europe également, bien avant d'ailleurs les USA. Par contre, la Chine a augmenté de manière exponentielle ses émissions et l'Inde également. Donc cette accumulation de CO2 s'est traduite par une augmentation progressive des températures moyennes. Donc, par rapport à l'ère pré-industrielle, en 2020, nous étions à peu près à plus 1,4 degrés centigrades. Et donc ici, une question qu'on peut directement se poser, c'est est-ce que les effets potentiels de l'augmentation de la concentration de CO2, dus aux activités humaines, principalement à l'industrie, est-ce que ces effets sur le climat, donc l'augmentation de la température moyenne, est-ce que ces effets étaient anticipables? Est-ce que les gouvernements ont été correctement informés de ces risques? Et donc la réponse est oui. Donc très tôt dans les années 70, plusieurs rapports ont alerté les différents gouvernements sur le risque que représentait l'augmentation des émissions de CO2. Donc on va voir notamment les rapports Meadow, Charney, le rapport de l'Académie des sciences américaine en 1983. Et très rapidement, un système d'alerte, un système d'évaluation de ces risques s'est développé avec ce qu'on appelle le GIEC et avec les COP, qui ont alerté et documenté l'augmentation de la concentration de CO2 et l'impact sur le changement climatique, sur l'augmentation des températures. Donc déjà en 1973, le rapport Meadow, commandé par le Club de Rome, soulignait le danger pour l'environnement planétaire de la croissance démographique et économique de l'humanité. Donc ce n'était pas un rapport qui était centré sur les émissions de CO2, mais c'est un rapport qui soulignait que la croissance économique pouvait avoir des conséquences négatives, notamment en termes de pollution, mais également en termes de risque de pénurie alimentaire. Et donc ce rapport était un des premiers rapports sérieux amenant l'idée qu'il était important de mettre fin à la croissance, ou en tout cas de limiter celle-ci, et qui introduisait l'idée que plus on attendrait pour limiter cette croissance, plus la prise de décision serait tardive et plus elle deviendrait difficile à mettre en place. Alors le rapport, dit rapport Charney de 1979, donc c'est un rapport de l'Académie nationale des sciences américaines qui était commandé par la Maison Blanche, donc c'est un rapport officiel. Lui était beaucoup plus net et clair concernant le réchauffement climatique, donc il faisait une synthèse des connaissances déjà disponibles en 1979 sur l'impact possible des activités humaines sur le climat, et je le cite. Donc en 1979, nous avons la preuve irréfutable que l'atmosphère change et que nous contribuons à ce changement. Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone augmentent continuellement, ce qui est lié à la combustion des ressources fossiles et à l'utilisation des sols. Là, l'agriculture principalement. Puisque le dioxyde de carbone joue un rôle significatif dans l'équilibre thermique de l'atmosphère, il est raisonnable de penser que son augmentation continue et affectera le climat.
Alors les conséquences sont encore plus claires, plus clairement évaluées dans un rapport de 1983 de l'Académie des sciences américaines. Là, le rapport va surtout souligner l'impact pour les États-Unis eux-mêmes. Donc, à partir de simulations de modèles climatiques d'augmentation de CO2, nous avons conclu avec une confiance considérable qu'il y aurait une augmentation de la température mondiale. Les résultats des expériences de modélisation numérique suggèrent qu'un doublement de CO2, s'il est maintenu indéfiniment, entraînerait un avertissement global d'air de surface compris entre 1,5 et 4,5 degrés centigrades. Un réchauffement de 2 degrés centigrades pourrait fortement réduire la quantité et la qualité des ressources en eau dans l'ouest des États-Unis. Donc l'idée était déjà bien présente en 1983 que l'augmentation du CO2 se traduirait par une augmentation des températures globales et que cette augmentation des températures aurait des impacts nets sur l'environnement, notamment aux États-Unis, sur les quantités d'eau disponibles et donc évidemment sur l'agriculture et donc sur l'alimentation. Alors en 1988, suite à ces différentes alertes, on a eu la création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, ou IPCC en anglais, avec un budget de 6 millions d'euros financé de manière volontaire par 195 États. Alors il y a eu 50 sessions, 50 réunions du GIEC entre 1988 et 2020 et 6 rapports. Et le but du GIEC, c'est évaluer sans parti pris et de manière méthodique, claire et objective les informations scientifiques. Donc, je souligne ici que le GIEC, son but n'est pas d'entreprendre des travaux. Le GIEC ne produit rien si ce n'est une synthèse. Et c'est censé être une organisation apolitique, même si elle est financée par les différents États. Alors quelles ont été les productions, les messages principaux du GIEC? Donc les principales conclusions en 2001, c'était que le réchauffement est sans précédent depuis les 10 derniers millénaires et que le réchauffement du climat est vraisemblablement d'origine anthropique. Vraisemblablement était le terme de l'époque. En 2009, le GIEC disait qu'il était encore possible d'éviter un réchauffement supérieur à 2 degrés, mais il précisait que si les réserves de combustibles fossiles disponibles étaient entièrement utilisées, des réchauffements de l'ordre de 4 à 5 degrés seraient atteints en 2100, ce qui entraînerait une poursuite de ce réchauffement au siècle suivant jusqu'à 7 ou 8 degrés centigrades. Et en 2022, c'est le dernier rapport du GIEC, donc là on a la mise en évidence de la responsabilité humaine dans le changement climatique qui est jugée sans équivoque, il n'y a plus de doute sur le sujet. Le réchauffement climatique est sur le point d'atteindre plus 1,5 degré centigrade. On observe une augmentation alarmante des émissions de méthane qui ont un effet de serre supérieur au CO2, en plus d'être toxiques. On observe une baisse de l'efficacité des puits de carbone naturels, ce qui risque d'augmenter encore la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et on a le constat suivant, sans une réduction immédiate et radicale des émissions dans tous les secteurs, il nous sera impossible de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré centigrade, qui est considéré comme une limite à partir de laquelle les effets du changement climatique vont devenir très sérieux pour l'existence humaine. Et donc, de nouveau, par rapport à toute cette communication scientifique, les rapports Charney, les rapports du GIEC et ainsi de suite, vous avez de nouveau une désinformation très importante qui a été produite. Donc on retrouve ici par exemple le Marshall Institute qui communiquait déjà sur le bouclier de défense de Ronald Reagan, donc organisation privée, think tank fondée en 1984 avec des liens financiers ici très importants avec l'industrie pétrolière, et donc qui va produire de nombreuses publications scientifiques, qui va critiquer le consensus scientifique du GIEC sur la destruction de la couche d'ozone par l'FCFC, mais aussi sur le changement climatique. Et donc il va s'attaquer à l'idée qu'il existerait une menace
et qu'une régulation des activités humaines est nécessaire. On va aussi avoir une désinformation de la part des gouvernements. Alors elle est très importante, pas entrer dans le détail ici, je vais juste pointer 2 cas emblématiques qui en principe devraient être connus de tout le monde. Donc l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, a émis à de très nombreuses reprises des positions totalement climato-sceptiques. Donc en 2012 par exemple, il affirmait que le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois afin de rendre l'industrie américaine non compétitive. Et si vous prenez le cas de Javier Milei, le président actuel de l'Argentine, donc lui a déclaré en 2023 que le réchauffement climatique est un autre des mensonges du socialisme. Donc, vous n'avez pas que les instituts, je dirais, de lobbyisme qui assurent de la désinformation au niveau du public, vous avez également de très nombreuses personnalités politiques qui adhèrent à cette désinformation et qui la relayent, ici notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut bien prendre conscience, et on l'a déjà vu dans le cas du bouclier de défense à l'époque de Ronald Reagan, le consensus scientifique ne fait pas tout. Il faut aussi une volonté politique pour qu'il s'applique. Et il faut malheureusement faire le constat que très souvent la volonté politique n'existe pas. Et donc on est très souvent dans une position qui est très bien décrite par le film Don't Look Up d'Eni Cosmic. Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'inaction des gouvernements? Parce qu'en fait, toute une série d'études brosse un tableau qui est véritablement alarmant. Donc dans l'étude ici de 2023, on estime que 9 processus essentiels au maintien de la stabilité et de la résilience du système terrestre dans son ensemble ont été identifiés et que 6 des 9 limites planétaires auraient déjà été transgressées. Et donc ça suggère que la Terre est en dehors de l'espace opérationnel sûr pour l'humanité. Donc il y a évidemment le changement climatique, il y a des changements majeurs dans l'intégrité de la biosphère, dans l'usage des terres, dans l'état de l'eau douce. Ce qui reste actuellement plus ou moins sous contrôle, c'est la couche d'ozone, l'acidification de l'océan n'est pas encore trop problématique, et le taux d'aérosol dans la haute atmosphère est encore relativement sous contrôle. Mais toutes les autres limites ont été clairement passées. Et surtout celles concernant le climat et la biodiversité. Donc, ce qui a également été mis en évidence, c'est que le changement climatique n'est pas un phénomène linéaire et surtout qu'il n'est pas un phénomène réversible. Donc les scientifiques ont amené l'idée qu'il existe ce qu'on appelle des points de basculement, tipping point, c'est-à-dire des seuils critiques au-delà duquel un système va se réorganiser, souvent de manière brutale. Et donc l'idée, c'est que si on franchit ces points, on peut faire basculer le système climatique vers une toute nouvelle trajectoire. Et donc une des trajectoires qui a été mise en évidence et qui serait vraisemblablement stabilisée pour la Terre si on dépassait, on le suppose, 2 degrés de réchauffement global, ce serait une trajectoire dite de terre sous serre, de terre chaude. Donc, sans entrer dans le détail, ce qui est intéressant ici, c'est de mentionner le fait que, contrairement à ce que certaines personnes dans les médias proposent, l'idée qu'on pourrait avoir un réchauffement maintenant et qu'on pourrait ensuite lutter contre ce réchauffement et réduire les températures globales au niveau du globe si ces températures devenaient trop importantes. Ce que ces scientifiques ici amènent comme idée, c'est qu'on est dans des trajectoires qui ont des inerties internes. Et que donc, à partir de certains points de basculement, on ne pourrait plus revenir en arrière. Donc ça souligne évidemment l'idée qu'il faut agir très tôt pour éviter que cette trajectoire ne se réalise. Alors les conséquences d'une trajectoire sous serre, d'une trajectoire terre chaude, elles sont assez cataclysmiques.
Donc certaines études récentes, par exemple, mettent en évidence le fait que le nombre de jours où les températures et l'humidité vont dépasser les capacités de thermorégulation humaine, et donc représenter un risque de mortalité accrue, ce nombre de jours va fortement augmenter. Donc actuellement, on estime que 30% de la population humaine est exposée à un peu plus de 20 jours avec des conditions extrêmes. C'est ce que vous voyez ici sur cette carte. Ça concerne principalement un peu l'Amérique du Sud, un peu l'Afrique et surtout l'Inde. L'idée, c'est que si on va sur des scénarios extrêmes de réchauffement du climat, on va avoir une augmentation de l'aire de répartition de ces températures extrêmes et surtout une intensification du nombre de jours où ces températures extrêmes vont être présentes chaque année. Donc si on va vers des scénarios extrêmes, où la production de CO2 ne change pas, en 2100, on aurait 74% de la population qui serait exposée à des températures extrêmes. Et donc une des conséquences de cette température extrême, en dehors de la mortalité humaine directe, c'est la destruction des écosystèmes par les méga-feux. Donc ça, c'est un phénomène assez récent. Il a commencé à être bien documenté en 2019-2020 avec les méga-feux en Australie. Donc on a ici des évaluations de la fréquence des méga-feux de 87 à 2019. Et donc il est clair que l'intensité et la fréquence de ces méga-feux augmentent. Et les conséquences sont énormes. Donc en Australie, par exemple, ces fameux méga-feux ont détruit 18,6 millions d'hectares, 5 900 bâtiments détruits, 4 000 hospitalisations et surtout 3 milliards d'animaux qui auraient été touchés. Et ce n'est pas un phénomène qui s'arrête. Donc en 2023, au Canada, en Grèce, on a eu des méga-feux et cette fréquence augmente de manière très nette et de manière bien documentée. Elle aurait été déjà multipliée d'un facteur 2,2 entre 2003 et 2023. Les 7 dernières années comprenant les 6 événements les plus extrêmes en matière de feu. Et donc tout récemment, en 2025, on en a beaucoup parlé dans l'actualité, donc on a eu le fameux incendie qui a touché la région de Los Angeles, qui a fait une trentaine de morts, qui a détruit plus de 10 000 habitations et qui a causé des dégâts estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, je veux ici juste souligner le fait que ce changement climatique, il a bien des impacts concrets qu'on peut mesurer, qu'on peut voir maintenant dans les actualités. Alors, là, revenons aux différents modèles et à ce qui est projeté pour le futur. À partir du moment où les températures vont très fortement augmenter dans la bande qui est représentée ici, donc qui concerne surtout l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du Sud, ces températures extrêmes vont impacter la vie des individus et ça va forcément les amener à migrer. Donc, dans cette étude ici, on pointe le fait qu'en 2070, donc c'est pas très éloigné, 2070, en l'absence de migration, un tiers de la population mondiale devrait connaître une température annuelle moyenne de plus de 29 degrés centigrades, qui actuellement est retrouvée chez seulement 0,8% de la surface terrestre actuelle, et qui est principalement concentrée dans le Sahara. Donc un tiers de la population mondiale se retrouverait dans un environnement qui ressemblerait en termes de température au Sahara. Donc évidemment, ça c'est pas supportable, et la plupart des modèles anticipent de très très fortes migrations. Dans le cas de cette étude, on parle de 3,5 milliards de migrants. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les migrations de masse sont généralement de très bons inducteurs de conflits sociaux à l'intérieur des sociétés et entre les sociétés. Donc l'augmentation des températures mondiales va se traduire par toute une série de phénomènes catastrophiques, mais aussi par des migrations de masse, et ces migrations de masse vont vraisemblablement induire des conflits. Alors, il faut également souligner que si certaines régions de la planète vont voir leur température très fortement augmenter, ça ne va pas forcément être homogène. Ça, c'est le côté anti-intuitif.
Donc, ce qui a par exemple été mis en évidence dans cette étude de 2023, c'est le risque d'un effondrement de l'AMOC. Donc, l'AMOC, c'est la circulation atlantique, et donc c'est une circulation d'eau qui en fait permet un refroidissement et un réchauffement de certaines zones. Et donc, une des conséquences du changement climatique, c'est le réchauffement de l'eau, et ce réchauffement de l'eau est susceptible d'amener un ralentissement, voire un arrêt complet de la circulation océanique. Et cet arrêt de la circulation océanique, elle a déjà commencé. La MOC aurait diminué d'environ 15% au cours des 50 dernières années. Et donc, une estimation de l'effondrement de la MOC pourrait être aux alentours des années 2050-2060. De nouveau, on est assez proche. Et si ce scénario s'avère exact, en fait, on aura un climat européen beaucoup plus froid, avec des conséquences dévastatrices pour la vie en Europe telle que nous la connaissons. Donc, pendant qu'une partie de la planète se réchaufferait, l'Europe, qui est réchauffée actuellement par la MOC, en cas d'effondrement de la MOC, pourrait voir son climat diminuer en température. Et donc, ça c'est vraiment une préoccupation actuelle. En 2024, un grand nombre de scientifiques du climat ont alerté sur le risque d'un effondrement de la MOC et sur ses effets irréversibles et dévastateurs, en particulier pour les pays nordiques, mais également pour l'ensemble du monde. Alors ce serait quoi les conséquences d'un effondrement de la MOC? On aurait un climat en Europe, ici c'est une étude sur l'Angleterre qui a été réalisée, on aura un climat plus froid, mais aussi plus sec. Et donc ça se traduirait par une réduction très importante des rendements agricoles. Et donc de nouveau, diminution des rendements agricoles, ça veut dire risque de famine ou au minimum augmentation des coûts de l'alimentation. Ça c'est aussi quelque chose qui a tendance fortement à augmenter les violences. Alors, ce qui est également mis en évidence dans toute une série de modèles, c'est l'augmentation de la fréquence des maladies infectieuses. Donc, le changement climatique augmenterait la fréquence des maladies infectieuses, et on estime que 58% des maladies infectieuses les plus répandues seraient aggravées par ce changement climatique. Notamment parce qu'il y aurait des contacts avec les hôtes plus fréquents, qu'il y aurait une meilleure persistance ou reproduction du pathogène dans l'environnement, et parce que ces températures élevées induiraient une diminution de la résistance de l'hôte. Et donc tout ça, l'augmentation des maladies, les risques de famine liés à la diminution des rendements agricoles, les migrations, tout ça vraisemblablement augmenterait la violence des conflits. Et de nombreuses études montrent déjà une augmentation des conflits dans certaines régions du monde, notamment en Afrique. Et suggère que, évidemment, l'augmentation du changement climatique, avec les pénuries alimentaires, les migrations, aurait un impact majeur sur la fréquence des conflits armés. Et pas uniquement dans les zones des pays du Sud. Donc, par exemple, dans cette étude-ci, qui date de 2017, on montre qu'aux États-Unis, donc un pays occidental riche disposant d'une bonne technologie, le changement climatique aura un effet majeur en diminuant les rendements agricoles, que ça se traduira par une augmentation de la consommation d'électricité, d'énergie, et donc que ce renchérissement de la vie, énergie plus chère, nourriture plus chère également, va systématiquement augmenter, pousser à une augmentation du nombre des crimes violents, et notamment des crimes pour s'approprier les biens nécessaires à la survie. Et donc, dans cette optique-là, si on regarde au niveau global quels sont les pays qui vont être les plus impactés, je les ai déjà signalés, c'est principalement cet axe-ci avec l'Amérique du Sud, l'Inde et l'Afrique. Et ce sont déjà malheureusement des pays qui disposent d'une gouvernance jugée fragile. Donc des pays où les gouvernements sont fréquemment renversés, souffrent fréquemment de coups d'État, et où la mainmise, entre guillemets, du gouvernement, sa capacité à assurer la sécurité des citoyens est très faible. Et certains de ces États disposent d'armes nucléaires.
Donc là, on rejoint de nouveau les risques globaux pour l'humanité, le changement climatique par les effets que je viens de vous décrire, en augmentant la fréquence des conflits, pourrait ramener un risque de guerre nucléaire très important, notamment entre des pays comme le Pakistan et l'Inde, qui seront très impactés par le changement climatique. Donc ça amène pas mal de scientifiques à évoquer clairement des risques d'effets en cascade, ce qu'on appelle les scénarios endgame, donc les scénarios de fin. Donc les effets directs du changement climatique, élévation du niveau des mers, événements climatiques extrêmes, inégalités économiques, entraîneraient des migrations de masse et des conflits, ce qui aurait un impact majeur sur la stabilité des États et en définitive sur les ressources indispensables, eau, nourriture, carburant. Et donc ce qui est décrit dans ces scénarios, c'est un effondrement en fait de nos sociétés. Donc à retenir, la plupart des menaces globales ne peuvent être détectées et évaluées qu'à l'aide de méthodes scientifiques. Ça c'est une évidence. Ce n'est pas le citoyen lambda qui, dans son appartement, dans son jardin, peut documenter précisément le changement climatique. Il faut des mesures scientifiques, il faut des mesures sur l'ensemble du globe et sur des périodes longues. Donc il n'y a que la science qui dispose des outils pour alerter concernant ces menaces. Il existe également un déni public des preuves scientifiques. Ce déni est très courant et il a lieu aussi de la part des décideurs les mieux informés. Des gens comme Trump et Milley ont accès à toutes les données de la science. Donc ils ne sont pas ignorants. Ils décident de nier ces preuves. Il faut bien en être conscient. Il faut être conscient également que certaines industries vont financer des instituts entre guillemets scientifiques afin d'influer sur les choix politiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fabrique du doute. C'est le fait que la science peut être instrumentalisée pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler les gouvernements. Et enfin, il faut être bien clair, certains choix sociétaux peuvent remettre en cause la survie à long terme de nos sociétés et de l'espèce humaine. Donc le fait de déclencher une guerre nucléaire, c'est le plus évident. La science dit que globalement, on ne peut pas gagner une guerre nucléaire, et qu'une guerre nucléaire, même d'intensité limitée, peut amener à des effets catastrophiques sur l'ensemble de la planète. Et dans le cas du changement climatique, c'est encore plus clair, et ça augmente le risque aussi de guerre nucléaire. Et donc tout ça ici souligne bien l'importance de la science et l'importance de disposer de données les plus vraies possibles, les plus justifiées possibles. Et donc de l'importance de distinguer les connaissances scientifiquement établies des simples croyances. Donc c'est ce qu'on appelle le problème de la démarcation. Donc dans les prochains chapitres, je vais aborder le problème de la production des connaissances scientifiques en tant que telles.